Merci beaucoup de cette invitation à parler à cette conférence. Merci aux organisateurs, merci à tous les partenaires qui la rendent possible. Alors, le président Woerth est retenu au banc à l'Assemblée. Il m'a demandé de le représenter. Il vous prie de bien vouloir l'excuser. C'est l'examen en séance de la première partie de la loi de finances. Et ils ont tous collectivement une semaine pour passer sur 3000 amendements. Et aujourd'hui, enfin en tout cas hier, on faisait encore du 30 à l'heure. Donc voilà. Alors, comme vous le savez, le président Woerth et le député Benjamin Dircks ont mené une mission d'information parlementaire sur la question de l'activisme actionnarial. Ils se sont rendus à New York et ont fait aussi beaucoup d'auditions à Paris. Ils ont vu collectivement environ 80 personnes, une quarantaine d'institutions, des fonds, des entreprises, des conseils, des autorités publiques, bien sûr, et ce qu'il est convenu d'appeler des acteurs de place. Et ça leur a permis de dégager un certain nombre de constats et également un certain nombre de recommandations dont je sais qu'un certain nombre d'entre vous ont déjà eu un petit peu connaissance et sur lesquelles je vais repasser aujourd'hui. Alors, la première chose, c'est l'état d'esprit dans lequel a été mener cette mission et rédiger le rapport. Et finalement, le principal message, probablement, qu'il faut en retenir, c'est qu'il est normal et sain que les actionnaires soient actifs et s'engagent dans un dialogue stratégique avec les sociétés cotées. C'est parfaitement normal, parfaitement sain. Alors, on a cherché évidemment une définition comme tout le monde. Tout le monde cherche la définition de l'activisme, on l'a cherché aussi. On n'en a certainement pas trouvé une définition juridique et on a écarté évidemment cette piste-là. Je pense personne n'envisage sérieusement de poursuivre. Mais la définition peut-être la plus proche qu'on a pu trouver nous a été donnée par un conseil qui désigne. Il y a deux éléments principaux. Le premier, c'est l'action d'un actionnaire souvent minoritaire qui exige. Et le terme, alors c'était un anglophone, il disait demands. Et finalement, je trouvais que le terme demands couvrait probablement quelque chose une réalité assez proche de ce que c'est que l'activisme par rapport à l'actif. Et la deuxième caractéristique, c'est qu'il fait campagne. C'est-à-dire qu'il s'engage au-delà du dialogue bilatéral. Alors ça peut être public ou ça peut ne pas être public. Et on sait très bien qu'il y a beaucoup de campagnes activistes qui en réalité ne sont pas publiques. Voilà. Je voulais partager avec vous cette définition parce que les rapporteurs de la mission l'ont trouvée plutôt pertinente. Alors, j'ai dit bien sûr au début que l'activisme actionnarial c'est normal, c'est sain, ça va dans le bon sens. Après, comme l'a dit George Stanfield, il peut y avoir des abus. Et le seul objectif éventuel d'une régulation, je reviendrai sur le fait qu'on propose assez peu de réglementer, mais en tout cas, c'est de regarder si effectivement il y a des abus, s'il y a des comportements excessifs, voire nuisibles, ce qui accompagne évidemment dans tous les domaines de la vie le comportement normal. Alors, l'activisme, c'est une pratique qui est évidemment, vous le savez tous, venue des États-Unis, qui se diffuse en Europe. Il y a à peu près 10 fois plus de campagnes activistes au Royaume-Uni qu'en France, mais l'analyse que font les rapporteurs, c'est qu'évidemment tout ça a vocation à croître, à se développer, et que donc il est naturel qu'on y réfléchisse dès aujourd'hui et que chacun, dans son rôle, s'empare du sujet. Et c'est évidemment l'objet de cette conférence. Alors, pourquoi l'activisme se développe-t-il? La question est tout à fait légitime. Il y a plusieurs réponses. Je crois que ce qui a été commun dans les réponses que nous ont apportées à cette question, toutes les personnes qui ont été auditionnées, c'est l'environnement de Toba. Il y a un moment, quand on cherche à extraire du rendement pour sortir la tête de l'eau et aller au-delà d'un rendement négatif, on est obligé de s'engager un petit peu plus pour aller chercher cette valeur. Évidemment, tout le monde nous a dit, mais ça c'est une surprise pour personne et personne n'apprendra rien en disant qu'il existe des sociétés qui ont des faiblesses. Alors c'est des faiblesses structurelles ou des faiblesses conjoncturelles, des faiblesses qui sont liées à leur environnement de marché ou qui leur sont propres. Et ça c'est une évidence. Et enfin, d'aucuns ont mentionné aussi le rôle de la gestion passive. Alors, le sujet évidemment est sensible, il est médiatique.
parce que on touche... Parce que finalement, un certain nombre de caractéristiques de certaines campagnes activistes, évidemment pas toutes, et probablement peut-être la minorité d'ailleurs, c'est qu'elles sont parfois brutales et médiatiques. Et ça, évidemment, ça a tendance à rendre le sujet d'une particulière sensibilité, et tout le monde le voit bien. Alors, maintenant, une fois qu'on a dit que l'activisme, c'était quelque chose de normal, et effectivement, je crois que, alors, sans m'être plongé personnellement dans la somme d'études académiques sur le sujet, je comprends que le bilan est globalement positif. En réalité, les économistes qui sont pensés sur le sujet ont conclu que le bilan était globalement positif. Il y a parfois un certain nombre de comportements excessifs, voire nuisibles, qui sont sans doute minoritaires, mais sur lesquels il convient de se pencher. Je donne juste un ou deux exemples. Moi, j'ai découvert, je ne suis pas du tout un spécialiste, le chantage à la sortie de cote. Bon, je comprends que ça aussi, c'est normal, on utilise les règles. Il y en a, je comprends qu'elles ont été changées d'ailleurs récemment avec la loi Pacte. Est-ce que ça constitue un comportement sain, ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui est un peu excessif? La question mérite sans doute d'être posée. Après, parfois, ce qui a été relevé par les rapporteurs, c'est l'aggravation potentielle des difficultés d'une société. Généralement, les activistes, ils repèrent un certain nombre de faiblesses, souvent pour les résoudre et faire en sorte que la valeur de l'entreprise augmente et qu'ils y gagnent évidemment dans le processus. Parfois, ça peut avoir l'effet inverse, et ça a été relevé par les rapporteurs. Alors, les enjeux d'une éventuelle régulation de l'activisme. Alors là, évidemment, vous le savez, on a été très prudent, et de façon générale, le principe qui doit animer et qui anime, j'espère en tout cas un certain nombre d'entre eux, les législateurs, c'est la main tremblante. C'est de faire très attention à ce qu'on fait, en particulier, mais j'y reviendrai, parce qu'il ne faut absolument pas nuire à l'attractivité de la place financière de Paris. Alors, le constat qui a été fait, il est simple, c'est que le corpus réglementaire existant, il est déjà considérable, et il est largement, très largement adapté à ce qui se passe et au new normal dont on parlait tout à l'heure. Alors, cependant, les rapporteurs ont pensé qu'il était nécessaire d'aller un tout petit peu plus loin, et ont formulé quelques recommandations que je vais vous détailler. Alors, elles s'organisent autour de 4 axes. Renforcer la transparence du marché, réduire l'asymétrie entre fonds activistes et sociétés cotées, encadrer plus étroitement la vente à découvert, mais je n'en parlerai pas ici parce que ce n'est pas l'objet. Rapprocher, enfin, le temps de la régulation ou de la supervision du temps du marché. Alors, les rapporteurs ont souhaité mettre en avant 4 grands principes qui ont présidé à leurs recommandations. Le premier, je l'ai déjà dit, c'est ne pas nuire à l'attractivité de la place financière de Paris. Ça, c'est le plus important. Le deuxième, c'est favoriser la transparence et le fonctionnement efficient des marchés. Le mot transparence, je crois que j'ai entendu aussi dans la bouche de Robert Ophel, était très important dans la manière de penser des rapporteurs. Enfin, troisième principe, cibler uniquement les comportements les plus excessifs et ceux dont on pense, dont on imagine qu'ils sont dommageables. Évidemment, pas du tout les autres. Et articuler surtout, c'est la main tremblante, l'initiative privée, le droit souple, et éventuellement, là où c'est nécessaire, et seulement là où c'est nécessaire, une évolution de la réglementation. Alors, sur le premier axe, qui est celui du renforcement de la transparence du marché, la première recommandation des rapporteurs, c'est d'abaisser le niveau de déclaration de franchissement de seuil à 3% contre 5% aujourd'hui. Alors, ça ne fait pas tout, ce n'est pas une panacée, mais ça nous aligne sur la place financière de Londres, même si le régime de Londres comporte des exceptions. Et surtout, ça favorise un principe qui est fondamental, qui est celui d'une meilleure connaissance par les sociétés de leur actionnariat. Et ça participe donc de cette transparence. Ensuite, il y a 2 recommandations qui, globalement, posent des principes que les rapporteurs ont pensés sains, qui sont globalement respectés dans la majorité des cas, mais il existe des sous-cas, parce que quand vous avez le long, le short, l'emprunt de titre, les seuils statutaires, les seuils légaux, etc., en réalité, vous avez beaucoup de cas. 2 principes qui ont été posés. Le premier, c'est celui que les déclarations de franchissement de seuil se fassent à la hausse comme à la baisse.
c'est le premier. Et le deuxième, c'est que les sanctions en cas de non-respect de ces déclarations à la hausse comme à la baisse soient efficientes et peut-être plus mordantes, entre guillemets, comme on dit, et puissent être, par exemple, monétaires. La quatrième et dernière recommandation en ce qui concerne la transparence, le renforcement de la transparence, elle part d'un constat qui a été fait par les rapporteurs et qui, je crois, a été unanime dans la bouche des personnes auditionnées, qui est celui que le droit, c'est un droit reconnu par le Code de commerce, pour une société de connaître son actionnariat, il n'est pas très effectif. Si vous me permettez une comparaison déplacée, c'est un peu comme le droit au logement. C'est un excellent principe vers lequel il faut tendre, mais ce qui a été, encore une fois, unanime chez les personnes auditionnées, c'est que ce n'est pas aussi simple que ça. Et là, les recommandations qui ont été formulées tournent plutôt autour de l'initiative privée et de l'innovation, parce que c'est probablement là qu'on est le plus capable de faire de choses. C'est pas parce que nous, on décide que les sociétés doivent mieux connaître leur actionnariat que ça va se faire du jour au lendemain. C'est évidemment sur l'initiative privée et l'innovation qu'il faut se reposer. Alors ensuite, le deuxième grand axe de recommandation du rapport, c'est réduire la symétrie entre les fonds activistes et les sociétés cotées. Alors, là, il y a plusieurs choses. La première des recommandations, c'est de permettre à une société qui fait l'objet d'une campagne publique, la mettant en cause, d'être récipiendaire des informations substantielles qui sont communiquées à ses actionnaires sur le sujet de la campagne par l'acteur qui en est à l'origine. Parce que le constat qui a été fait, c'est que la force des activistes réside notamment dans leur capacité à convaincre du bien fondé de leurs thèses et de leurs arguments les principaux actionnaires d'une société cotée. Et il a semblé normal au rapporteur que cette dernière, la société, puisse engager un dialogue informé avec ses actionnaires sur un pied d'égalité, en ayant les mêmes informations pour pouvoir y répondre. Alors, la communication ex-ante, ou à minima simultanée par un activiste des éléments qu'il envisage de divulguer publiquement, constituerait, en tout cas c'est ce qui a semblé juste au rapporteur, une bonne pratique de marché sans qu'il soit forcément nécessaire d'aller plus loin en la matière. Alors, la deuxième des recommandations, c'est de permettre aux sociétés cotées de répondre de façon souple et rapide à des campagnes publiques les mettant en cause, par exemple par voie de presse. Et notamment, ce qui a été constaté, c'est qu'il serait probablement utile de leur permettre de communiquer lors des périodes de silence qui s'imposent à elles et qui précèdent généralement la publication de résultats. Tout ça, encore une fois, pour permettre un level playing field, comme on dit en beau français, et réduire un petit peu l'asymétrie dont il a été jugé qu'il existe entre un certain nombre de sociétés cotées et d'acteurs activistes. Et la dernière des recommandations en la matière, et alors je ne pense pas que ce soit une recommandation cosmétique du tout, c'est encourager la rédaction d'un guide du dialogue actionnarial partagé entre la communauté des émetteurs, des investisseurs, des régulateurs et tous les acteurs de marché. Et que le principe du contradictoire devrait y figurer en bonne place. Finalement, la mission a constaté que la place du dialogue, c'est bien ce dont on parle aujourd'hui, le dialogue actionnarial et les échanges contradictoires, était central dans l'établissement d'une relation saine. Je dis bien saine, pas forcément apaisée, mais c'est pas grave. Mais il faut au moins qu'elle soit saine, entre les fonds activistes et les sociétés cotées. Et les rapporteurs ont pensé qu'une initiative de place en la matière pourrait être souhaitable. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, je ne parle pas de la vente à découvert, même si le rapport l'évoque. Leur dernier axe, et j'en terminerai par là, c'est rapprocher le temps de la régulation du temps du marché. Alors, sur ce sujet-là, que tout le monde connaît, la vérité, et là, je pense, ce que pensent les rapporteurs, c'est la chose suivante, c'est que l'AMF se saisit vite et réactive sur tous les sujets d'importance pour la place. En revanche, et c'est pas moi qui le dis, je crois que le président Ophel l'a rappelé récemment publiquement, les décisions que prend l'autorité et son collège ou sa commission des sanctions, elles prennent du temps. Je comprends que c'est 30 mois pour un contrôle, 45 mois pour une enquête, donc c'est long. Et c'est normal parce qu'il y a
c'est des sujets compliqués. Je comprends qu'il y a, et ça nous a été expliqué, et aller aussi à New York pour voir un certain nombre de choses de ce ordre-là, qu'il y a de la coopération internationale qui prend aussi du temps. Et la recommandation que formulent les rapporteurs, c'est d'introduire une procédure de référé. Le référé, c'est quelque chose qui existe devant la quasi-intégralité des juridictions, devant l'AMF, qui permettent aux sociétés cotées de saisir directement le régulateur d'une situation urgente, afin que ce dernier se donne les moyens d'investiguer la situation, d'intervenir si nécessaire, de communiquer, de prendre des mesures conservatoires, enfin en tout cas d'utiliser les pouvoirs qui sont les siens, et ils sont larges, sans préjuger du fond de l'affaire. Et la deuxième recommandation qui va avec, parce que quand on demande plus de choses aux gens, il faut leur donner plus de moyens, eh bien c'est de renforcer les moyens financiers et humains de l'AMF, afin tout simplement de les rapprocher de ses équivalents européens et de lui permettre d'être pleinement efficace dans une de ces missions qui se renforcent, parce que je comprends qu'il y en a bien d'autres, et le président Ophel les a rappelés juste avant moi, d'être pleinement efficace dans la régulation du phénomène de l'activisme qui est amené à se développer en France et en Europe. Alors, le président Woerth a déposé devant la Commission des finances un amendement au projet de loi de finances visant précisément à renforcer les moyens de l'AMF. Il a été adopté par la Commission des finances et il sera examiné prochainement en séance publique à l'Assemblée. Voilà, c'était un petit peu ce que je voulais partager du rapport avec vous ce matin, et je crois qu'on aura l'occasion d'en discuter de manière un peu plus approfondie sur la prochaine table ronde. Merci.